Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du vrai journal. Nous sommes le vendredi 8 août 2014. Aujourd'hui. Et là c'est vraiment innovateur. Avant on restait sur notre siège et maintenant on est à Brest. On a pris le TER, on est mobile et on est à l'hôtel de communauté de Brest. Aujourd'hui, Pierre Karleski. Pierre Karleski, c'est l'invité. Il est la région, responsable européen auprès de la région Bretagne, vice-président de la région Bretagne, diplômé polytechnique. Plein de fonctions, on vous fait découvrir tout ça. Ah, on vous emmène. C'est parti. Monsieur Karleski, bonjour. Bonjour. Alors, ça c'est notre invité. Voilà. Alors, il est vice-président de la région Bretagne, et vous voyez, il travaille. Vous travaillez un 8 août, monsieur Karleski? Ça arrive. Ça arrive. Eh bien, on l'interviewe tout de suite. Allez. Pierre Karleski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre demande d'interview. Je vous en prie. Alors, pour vous présenter, vous êtes le vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé de l'Europe, de la mer et du littoral. Vous êtes également le vice-président de Brest Métropole Océane, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes le président de la Technopole Brest-Tiroise également. Vous êtes enfin le président directeur général de la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de Bretagne. Vous êtes militant socialiste depuis 9 ans, je crois. Et ça, vous êtes diplômé de Polytechnique, de l'ENSTA. Vous êtes océanographe de profession. Alors, je vous avoue qu'à travers toutes ces fonctions, on s'y perd un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce que vous faites comme travail au quotidien? Ce que je fais dans la vie. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, il y a un avant et un après avril 2014. Parce qu'en avril 2014, il y a eu des élections municipales. J'étais sur la liste qui a gagné, ce qui fait que ça a un petit changement. Voilà. Ce qui fait que ça a un petit peu changé. J'exerçais la profession d'océanographe jusqu'en avril 2014. Et puis les élections m'ont amené à prendre des responsabilités relativement chronophages à Brest Métropole Océane. Et donc il a fallu un moment faire un choix, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'exerce plus la profession d'océanographe. Voilà, mais je ne reste pas très éloigné de toutes les thématiques maritimes et océanographiques. Donc voilà, aujourd'hui je suis vice-président de la région et vice-président de Brest Métropole Océane. Les autres fonctions que vous avez données, en fait, sont des fonctions satellites de ces organismes qui, c'est nécessairement des élus régionaux ou des élus de Brest qui les exercent. Alors, et bon, vous avez énuméré un certain nombre de fonctions. Ma question, c'est pourquoi êtes-vous allé vers la politique? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours intéressé à la chose publique, à la façon dont on gérait notre pays. Et puis, dès que j'ai eu l'âge de comprendre un peu le monde, passe l'enfance, et puis quand on va vers l'adolescence, on réfléchit, on se dit ça se passe comme ça, pourquoi? Et puis assez rapidement, je me suis dit, au lieu de râler dans mon coin, autant devenir un acteur. Au moins, si je râle, je saurais pourquoi je râle, pourquoi je suis pas content, et puis éventuellement passer le temps contre moi-même. Ce qui fait que voilà, ça a longtemps été une envie. Et quand j'étais étudiant, entre mes études en classe préparatoire, où on n'a pas vraiment le temps de faire de la politique, ensuite mes études à Polytechnique où on a un statut de militaire et donc on évite d'être dans un parti politique. D'ailleurs j'avais eu des conversations intéressantes avec le général qui dirige l'école. Il m'avait dit les polytechniciens ne sont pas assez politisés. Donc je lui ai répondu, mon général, vous êtes gentil mais nous sommes militaires. Ah oui, c'est vrai. Et puis bon voilà, après je suis arrivé, j'ai fait des études de master et ensuite en arrivant à Brest au moment de ma thèse, où là, j'avais 3 ans devant moi, où j'étais sûr de rester à Brest, 3-4 ans, au même endroit, de stabilité. Je me suis dit, voilà, peut-être l'occasion d'y aller, et c'est là que j'ai concrétisé ma volonté de m'engager politiquement. Donc c'était en 2005. Alors, passionné par la mer, vous dites avoir accosté à Brest en 2004 pour y trouver du travail dans le domaine marin. Donc vous avez dit que vous avez été océanographe pas plus tard encore que l'année dernière. En tant qu'élu, vous martelez que l'avenir de la Bretagne est maritime et œuvrez ainsi pour l'environnement marin. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, chantait Renaud. En fait, vous, c'est la mer qui vous a pris. Ah bah complètement. Je ne suis pas du tout un marin ou un mérien, certains parlent du mot mérien, en opposition à un terrien d'origine. Je suis né en Île-de-France, j'ai grandi en Île-de-France et donc je suis arrivé en Bretagne, c'est vrai, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Enfin,
première fois il y a une quinzaine d'années, et puis ensuite je suis revenu il y a une dizaine d'années pour m'y installer définitivement. Et donc ça a été plus une révélation qu'une évidence liée à un parcours ou à mes origines. Et je me suis rendu compte combien la mer avait ceci de passionnant, qu'elle elle cumule, elle intègre tout un tas de problématiques, de domaines, d'enjeux. Et puis en même temps, on est dans un pays, et là c'est mon côté terrien qui le comprend d'autant mieux, on est dans un pays qui tourne complètement le dos, enfin complètement, j'exagère, mais qui tourne quand même pas mal le dos à la mer. On est un pays très centralisé, où beaucoup de choses se décident depuis Paris, et Paris fait partie des capitales qui ne sont pas au bord de la mer. Et je vois bien dans les différentes relations que j'ai, soit avec mes petits camarades de promo de Polytechnique, qui en général ont aussi pas mal de responsabilités, pareil, ils voient la mer comme le truc qui est sympa en été pour aller à la plage. Voilà. Et donc je vois bien tout l'enjeu. Et pourtant, la France, qui a le deuxième territoire maritime du monde, voilà, elle a tout à gagner à aller se poser la question de ce qu'elle peut faire de la mer. Et d'où mon engagement. Loïc vous a cité le chanteur Renaud, est-ce que c'est votre petite parenthèse musique, votre artiste préféré? Non, j'aime bien Renaud, mais non, c'est pas forcément alors quel est-il? Alors j'ai pas d'artiste préféré, je suis assez éclectique dans ce que j'écoute tout. Des exemples? Du classique. Pendant mes études, j'étais très classique parce que ça permet d'écouter de la musique et de travailler en même temps. Donc j'ai dû faire à peu près tout le répertoire classique possible et imaginable. Bon, maintenant que je vais pas dire que je travaille moins, mais je fais plus de route, donc j'ai plus l'occasion d'écouter des musiques qui sont vertes. J'écoute un petit peu tout ce qui est récent, que ce soit London Grammar, j'aime bien la Del Rey, j'aime bien la Kelly, voilà. Un élu moderne donc. En plein été, plutôt vieille charrue, bout du monde ou fête du bruit? En plein été, je m'en vais pour mes vacances. On n'y avait pas pensé. Voilà, c'est compliqué. La suite tombe à l'eau. Parce que, ah zut, la suite tombe à l'eau. Je suis vraiment désolé de faire tomber la suite à l'eau. Mais concrètement, quand je suis en vacances, si je reste ici, je ne peux pas être en vacances. Quand on est élu, on est forcément sollicité. Dès lors qu'on est sur son territoire d'élection, on a forcément quelque chose à faire. Donc c'est pas des vacances. Moi, je m'en vais en Sicile, ou en tout cas cette année, ou ailleurs, très loin. Est-ce que vous connaissez un de ces événements quand même? Oui, quand même, les trois. Oui. Ouais. Et est-ce que, comme ça, là, vous pouvez nous dire lequel vous préférez? Ah, j'aime bien les vieilles charrues, parce qu'il a classique. vraiment ce côté, oui, classique, mais plus sur le côté, la volonté, mais là, je fais de la politique, c'est Monsieur un travers. Troidec Non, c'est pas forcément un truc Troidec, c'est pas lui qui l'a créé, il y avait du monde autour de lui, mais c'est la volonté aussi d'un territoire que l'on dit paumé au milieu de nulle part, où il ne se passe rien. En tout cas, c'est des images parfois qu'on voudrait lui donner, et finalement, ce n'est pas du tout. C'est un territoire qui a plein de ressorts, qui a plein de capacités à rebondir, et qui propose à toute la France, et même au-delà du territoire français, une programmation musicale excellente. Donc vraiment, j'aime bien l'esprit. Et finalement, c'est assez commun à l'ensemble des festivals que l'on trouve en Bretagne, que ce soit la Fête du Bruit, le Bout du Monde à Crozon, la Presqu'île, ou Vieille Charrue à Carré. Bien sûr, les festivals, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, en majorité des jeunes, des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs. Vous le savez, l'Ouvrain Journal, c'est un journal qui s'adresse de manière presque entière aux jeunes. Alors, en tant qu'élu, nous avons une question simple à vous poser. Est-ce que selon vous, les jeunes se détournent de la politique? J'ai combien de temps pour vous répondre? Au montage. Ça mériterait toute une dissertation, parce que on peut évidemment poser le problème de façon inverse, parce que la politique ne se détourne pas des jeunes. Une chose est claire, pour être président du bureau de vote à chaque élection, c'est le devoir des conseillers municipaux à Brest, je constate simplement que les jeunes ne viennent pas voter. En général, entre 18 et 25, on les voit un petit peu, et encore, plutôt 18-20 ans, c'est quand c'est la première fois ou la deuxième fois qu'ils ont l'occasion de voter, ils viennent voter, mais après, on ne les voit plus, et concrètement, il n'y a que les vieux qui viennent voter. Mais ce qui pose une difficulté, c'est que derrière, les politiques qui se disent aussi, moi je veux bien, mais plutôt intérêt à aller draguer la clientèle âgée, qui permet de parler comme ça, mais il faut être un peu pragmatique des fois. Les électeurs, ce sont les personnes âgées. Donc à un moment, ça pose la vraie difficulté de dire comment est-ce que la politique
elle peut se ressaisir de la problématique jeune. Alors, dans toutes les collectivités, en particulier ici à la ville de Brest, il y a un élu en charge de la jeunesse qui met en œuvre un certain nombre d'actions dirigées vers la jeunesse. Évidemment, les problématiques d'enseignement supérieur ne sont pas très éloignées des questions de jeunesse, même si ça focalise sur un point particulier. Après, ce que les jeunes se détournent de la politique, j'allais presque dire, c'est le balancier, quoi. C'est finalement pourquoi est-ce que les jeunes auraient envie de s'intéresser à la politique si la politique ne s'intéresse pas à eux. Mais voilà, alors il faut trouver aujourd'hui la capacité à casser ce cercle vicieux qui est parfaitement pénalisant. On ne peut pas continuer comme ça à avoir des politiques qui s'éloignent des jeunes et qui, on parle toujours de génération sacrifiée, je ne sais pas si c'est exactement génération sacrifiée, mais en tout cas, on risque facilement, et je crains que ce ne soit en train d'arriver, d'avoir une génération qui soit éloignée de la réflexion sur les questions relatives à la chose publique, à l'intérêt commun, à l'intérêt général. Chacun peut s'intéresser à son intérêt particulier, c'est logique, voilà, chacun va faire son petit chemin, mais derrière son petit chemin, il y a aussi comment est-ce qu'on fait chemin ensemble, et c'est là toute la difficulté et tout l'intérêt qu'on doit avoir dans les années qui viennent. Toujours dans le domaine de la politique, mais cette fois en incluant le facteur européen. Vous êtes donc responsable de l'Europe au niveau du Conseil régional, vous animez le think tank européen progressiste, enfin, le cercle de réflexion je participe. Je suis pas d'accord, très bien. Alors que l'euroscepticisme, cette opposition totale ou partielle à l'Union européenne, sa politique a priori monte dans les territoires. Pouvez-vous nous dire ce que l'Union européenne a fait de manière locale pour les jeunes entre 18 et 25 ans dans ce contexte de crise, sachant qu'il y a quand même 24% de chômage dans cette partie-là de la population? L'impulsion politique de l'Union européenne, elle est donnée par ses États membres. Donc c'est chaque État, chaque gouvernement qui est responsable ou non, à un moment, tous les États membres ensemble qui sont responsables ou non du fait que l'Union européenne s'intéresse à quelque chose ou ne s'y intéresse pas. Si les chefs d'État et de gouvernement ne disent pas à l'Europe, intéressez-vous à la jeunesse, l'Europe ne s'y intéresse pas. C'est constitutionnel, c'est comme ça. C'est l'impulsion politique, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Donc sur cette question de la jeunesse, moi je trouve, très honnêtement, relativement coupable l'attitude d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement pendant les années qui ont précédé, qui n'ont pas donné pour mission à l'Union européenne justement d'aller s'intéresser à cette question. La prise de conscience, elle a 1 an et demi, 2 ans, même pas. Je crois que c'était il y a à peu près 1 an que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement a dit à l'Union européenne on se réveille, il y a les jeunes, il faut qu'on fasse quelque chose, et d'un seul coup ils se sont dit on va se réveiller, on va faire la garantie jeunesse, 8 milliards d'euros pour les jeunes, pour les aider à avoir une formation, pour les aider à accéder à l'emploi. Mais ceci dit concrètement, ça fait des années que l'Union européenne met une partie de ses fonds au service de la jeunesse. Alors comment ? Ça se fait principalement à travers la formation et la politique de l'emploi vis-à-vis des jeunes. Et puis accessoirement aussi les échanges. Tout le monde connaît Erasmus et permet les échanges de jeunes. Ce sont des millions de jeunes qui ont pu aller les uns chez les autres et créer vraiment ce sentiment européen. Après, sur la formation, ça s'appelle le Fonds social européen, dont la région d'ailleurs gère une partie, en appui de ses propres dispositifs de formation, sur la formation des demandeurs d'emploi, sur la formation professionnelle, sur la formation des jeunes qui ont besoin à un moment d'avoir une qualification supplémentaire pour pouvoir accéder à un emploi. Eh bien, la moitié de ces formations, on l'oublie souvent, mais la moitié de ces formations est payée par l'Union européenne. Donc c'est loin d'être négligeable dans ce cursus. Et sur les politiques d'aide à l'emploi, sur les politiques d'aide à l'insertion, je pense au bureau d'information des jeunes, qui lui aussi a des actions qui sont cofinancées par l'Union européenne, on l'oublie tout le temps, mais tous ces organismes qui sont en lien avec l'emploi, l'insertion, la formation, sont tous cofinancés par l'Union européenne. Frustrée, la jeunesse française rêve d'en découdre. C'est ainsi que s'intitule un article de Pascal Kremer publié dans Le Monde du 25 février 2014. Désabusés, galères, sacrifiés, autant de termes que les jeunes utilisent encore pour définir leur génération. Le 24 juillet dernier, le journal officiel a annoncé la suppression de la bourse au mérite à destination des meilleurs bacheliers et étudiants en dernière année de licence, issus de milieux relativement modestes. La polémique enfle, notamment à travers le collectif Touche pas à la bourse, touche pas à ma bourse, je la mérite.
Christopher Rigolet, bachelier, dit « La bourse au mérite était l'une de ces choses, petites par leur nature mais grandes par leur portée, qui permettaient à ces hommes, il parle notamment de Jaurès, fils de paysan, de ne plus faire exception. En rendant l'excellence possible pour tous, elle favorisait la mixité sociale au sein des élites, leur renouvellement et la bonne santé de notre démocratie. Elle mettait chaque année 30 700 étudiants à l'abri des difficultés de la vie quotidienne, offrant l'ascenseur social à ceux qui auraient dû prendre les marches. Elle empêchait nombre de futurs talents d'être gâchés par le découragement qu'inflige la barrière sociale et les obstacles financiers rencontrés par tout un chacun qui veut faire des études prestigieuses alors qu'il n'y est pas prédestiné. » Alors que les préoccupations de ces étudiants étaient déjà centrées sur la difficulté de leurs études supérieures, ils se retrouvent désormais confrontés également à un problème financier, M. Karuskine. La bourse équivalent à 1 800 € par an allouée au minimum pendant 3 années scolaires, voire jusqu'à 5. Vous êtes vice-président de l'agglomération brestoise chargé de l'enseignement supérieur. Cette suppression, qu'en pensez-vous ? La première réaction que j'ai eue, c'est que je trouve regrettable qu'elle soit supprimée. Parce que, évidemment, c'est important d'être capable de récompenser le mérite des uns et des autres. Maintenant, tous ces systèmes de bourse au mérite ont toujours un travers. Un travers. Je pense qu'il y a une confusion dans la suppression de cette bourse au mérite, c'est-à-dire que la bourse au mérite ne supprime pas les bourses auxquelles peuvent prétendre un certain nombre d'étudiants sur des critères sociaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bourses qui permettent aux étudiants, aux bacheliers qui deviennent étudiants, d'accéder à une bourse et pour leur permettre de financer leurs études. Donc là, on a supprimé celle au mérite, considérant que, finalement, je crois que c'était lié à la mention, je sais jamais sur à une montée de la mention très bien, mais qui finalement est très très bien. élevée, puisqu'on est arrivé à 10,4% de mention très bien, alors que les autres années, on tournait toujours autour de ce chiffre-là. Voilà. Bon. Donc, c'est le critère du mérite qui a été sacrifié. Justement, alors, il faut faire attention, le critère mérite a été sacrifié, mais le critère social, lui, n'a pas été sacrifié. Il existe toujours les dispositifs pour aider les étudiants qui pourraient avoir des difficultés à financer leurs études, à les financer. Donc, bon, voilà, on est dans une période où il faut qu'on regarde de près les finances publiques. Le ministre de l'Éducation a fait un choix. Je le trouve un petit peu sec. J'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de réflexion, ou du moins de laisser le temps à un moment aussi aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de dire bon bah ok, on fait des économies, on les fait où? Alors je réagis à ce que vous dites, vous parlez de faire des économies, c'est évidemment l'actualité. La bourse au mérite, parce qu'elle était seulement attribuée aux mentions très bien ou aux meilleurs étudiants de licence, offrait des garanties à l'État. Puisqu'on finance les études des meilleurs élèves, théoriquement, c'est ceux qui réussiront. Alors, on offre des bourses sur critères sociaux à n'importe qui, aux personnes issues de milieux modestes. Est-ce que finalement, offrir des bourses un peu à tout le monde, c'est véritablement faire des économies? C'est pas certain, puisque l'État n'a pas de garantie par rapport à la réussite de ces élèves-là. Non, c'est certain, mais ceci dit, la mention très bien n'a jamais été une garantie de succès dans les études supérieures. Mais la réussite en licence. La réussite en licence, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que c'est dommage que cette décision ait été annoncée aussi sèchement et qu'elle n'ait pas laissé le temps à un minimum de réflexion au sein des acteurs de l'enseignement supérieur. En tant que militant, quel message avez-vous à faire passer à la jeunesse aujourd'hui? À la jeunesse, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est engagez-vous. Aller au-devant des responsabilités, parce que ce que je disais sur le fait que chacun regarde son petit monde et essaye de s'en sortir, ce qui est tout à fait logique et légitime, il faut laisser une place à la capacité de réflexion sur l'intérêt général. Il faut que chacun, et en particulier les jeunes, apporte sa pierre à l'édifice global. Il m'est arrivé d'être face à des lycéens dans des sessions de Parlement européen des jeunes, où ils me disent on ne sait même pas qui sont nos députés européens. Moi je leur dis mais est-ce que simplement tu les allais voir sur internet? C'est pas très compliqué d'aller se renseigner sur internet. Donc il y a le mouvement associatif, il y a le mouvement politique, il y a tout un tas de mouvements qui permettent de s'engager. Il ne s'agit pas d'avoir des convictions qui permettent de refaire le monde, pas toujours, pas forcément, c'est pas ça forcément s'engager. Mais par contre, si on a envie de défendre, je sais pas moi, les animaux ou des trucs comme ça, il suffit d'aller sur internet et on peut accéder à toutes ces associations qui n'attendent que ça. Et la jeunesse a quelque chose à dire parce qu'elle a une vision renouvelée et on en a besoin.
Merci Monsieur Karloskin. Enfin pour finir, on a décidé de vous faire repasser le bac, plus particulièrement l'épreuve de philo, celle des terminales S à laquelle vous avez été confronté il y a quelques années maintenant. Doit-on vivre pour être heureux? Ah, bonne question. Là, vous me piégez. Donc il faut faire ça en 3 points. Donc moi je dirais oui parce que sinon la vie est chiante. Non parce que la vie ce n'est pas que de l'amusement. Et puis oui et non parce que on ne peut pas que s'amuser et malgré tout il ne faut pas non plus que les contraintes soient toutes pénibles. Ah, au moins vous avez retenu le plan synthèse. Comment c'est? Thèse, antithèse, synthèse. Monsieur Karloskin, avez-vous des ambitions futures en politique? Des ambitions, je sais pas, parce que bon, aujourd'hui j'ai 34 ans, je suis vice-président de la région, je suis vice-président d'une métropole, je m'occupe de la mer, de l'Europe qui sont 2 passions chez moi, donc je suis parfaitement ravi et comblé. Donc je dirais que l'ambition première c'est de continuer ce que je fais et de réussir dans ce que je fais aujourd'hui. Je crois que c'est la première ambition que j'ai. Eh bien merci beaucoup, monsieur Merci d'avoir Karloskin. été avec nous en tout cas. Je vous en prie, merci. On se retrouve pour une prochaine édition politique du Vrai Journal. À bientôt. À bientôt. On va parler un peu. Donc là, c'est de la déconne, c'est comme à chaque fois. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Vrai Journal. Alors, une édition novatrice, on n'a jamais fait ça, on a bougé. On a pris le TER. C'est bien de le dire. On a pris le TER et nous voilà à Brest. Brest, et pas n'importe où à Brest. On est où? On est à Brest. Chambre, voilà.